Bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina Marot, créatrice de ce podcast, dans lequel je vous propose de vous joindre à des aventures et explorations en terre analytique. Chaque mois, je vais aborder une thématique qui va s'élaborer au fil d'épisodes hebdomadaires. Comme première thématique de cette première saison, nous allons commencer par le commencement. Je vais donc vous parler de ce qu'est la psychanalyse et de ce qu'elle n'est pas. Nous débuterons cette exploration en son point d'origine, l'invention de la psychanalyse. Ce qui nous amènera à constater dans un deuxième épisode qu'elle n'est pas une thérapie. Puis nous cheminerons vers la question à qui s'adresse la psychanalyse, ce qui nous amènera vers les analystes, leur place, leur rôle dans le dernier épisode de ce mois. Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend ? C'est parti ! Au commencement était l'inconscient. C'est aux hystériques que l'on doit l'invention de l'analyse par Freud. Je ne vais pas vous faire une biographie de Sigmund Freud, de son nom complet Sigmund Shlomo Freud, vous trouverez tout ce qu'il faut dans une bibliothèque ou sur internet. Je me contenterai de dire de sa vie ce qui me semble pertinent de souligner pour ce dont je vais parler. Et je vais donc commencer par vous dire que Freud, pour les intimes, était médecin, neurologue plus précisément. Il a donc commencé à aborder ses patients sous l'angle médical. C'est un point crucial dans son histoire et dans celle de la psychanalyse. En effet, c'est en faisant ce pas de côté décisif qu'il amena à envisager ses patients sous un angle différent de celui que la médecine proposait, qu'il a inventé la psychanalyse et certains fondamentaux qui, encore aujourd'hui, restent inédits, et la démarque de la plupart des autres approches psy, hiatus dont je parlerai plus longuement dans la deuxième thématique. En effet, c'est bien parce que la psychiatrie et la médecine se sont trouvées bien impuissantes à soigner celles que l'on appelait alors les hystériques, et je précise néanmoins que l'hystérie n'est pas proprement féminine, dont les troubles, ces manifestations visibles et bruyantes semblaient organiques, physiques, ne trouvaient pourtant pas leur origine dans le soma, c'est-à-dire le corps, que Freud a inventé la psychanalyse. C'est donc aux femmes que l'on doit l'invention de la psychanalyse et à un homme qui a pris le parti d'écouter ce qu'elles disaient à travers leurs symptômes, à travers leurs mots, M-A-U-X. Cette clinique, qu'on pourrait dire être une clinique du rebut, c'est-à-dire de ce qui a été rejeté, se veut depuis un lieu d'accueil du sujet, de sa parole, de sa manière de s'accommoder de ses symptômes, de trouver sa place dans ce monde, avec tout ce que cela implique de particulièrement complexe, tant les enjeux symboliques sont forts et nombreux. Historiquement, le point de départ n'est pourtant pas le symptôme, mais la suggestion. Freud a d'abord, comme d'autres à son époque, essayé de soigner ses patientes grâce à l'hypnose. Or, ces patientes le mettaient en échec permanent, car leurs symptômes soit ne disparaissaient pas, soit se déplaçaient. Le travail par suggestion que suppose cette approche a donc été abandonné au profit d'un travail d'écoute. Mieux encore, c'est une patiente de Freud qui lui a fait découvrir ce qu'on nomme la libre association, à savoir le fait de tenter de laisser libre cours à sa pensée et à sa parole sans jugement, ni filtre, ni tri. En effet, elle lui reprocha ses interventions et ses questions incessantes qui venaient perturber le flot de sa pensée, et lui intima ainsi de la laisser la dérouler sans encombre. Cela va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant. Ce sont les patientes et les patients de Freud qui ont forgé la psychanalyse. C'est en étant leur psychanalyste, en les observant, en les écoutant, en élaborant à partir de ces expériences empiriques des théories ajustées sans cesse, que cette pratique s'est construite et continue de se construire. Comme toute approche des sciences humaines, et en fait comme à peu près tout dans la vie, la psychanalyse est inscrite dans un processus dynamique et permanent de refondation et de création. La psychanalyse des débuts, celle de la fin du XIXe siècle, n'est pas tout à fait la même de celle de maintenant, et elle sera encore différente dans un siècle. Revenons à Freud. Théorisant sa pratique et ce qu'il découvrait au contact de ses patientes, il s'est rendu compte, au fil des ans, que le symptôme, dont se plaint la personne qui vient consulter, n'est pas quelque chose qui lui est tombé sur le coin de la figure sans crier gare, mais que c'est une construction toute personnelle qui a une fonction bien précise. Oui, oui, vous avez bien entendu, les symptômes sont de notre fait, et c'est une excellente nouvelle d'ailleurs, car si c'est nous qui les construisons, c'est aussi nous qui pouvons les déconstruire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un épisode de dépression, par exemple, bien que présentant des traits communs, ne se produit pas de la même manière pour différentes personnes. Dans cet effondrement de sens qu'est une dépression, quelque chose qui vient du sujet lui-même est en train de se dire. Et c'est là qu'il est crucial de l'écouter. On emploie le terme de symptôme en psychanalyse, terme qui ne me satisfait pas tellement du fait du côté pathologique qu'on lui associe classiquement. Je propose d'utiliser les termes d'éthique et de manifestation. L'éthique constitue la manière dont un sujet répond en actes et en paroles à ce qui lui arrive, à ce qui l'entoure. Et je préfère parler de manifestation de cette éthique plutôt que de symptômes, car cela ouvre davantage de perspectives, me semble-t-il, cela englobe plus de choses et ne porte pas le côté pathologique qu'on peut entendre dans le terme symptôme, même si ce n'est pas sous cet angle-là que l'entend la psychanalyse. On peut difficilement faire comme si un symptôme n'était pas considéré comme pathologique par ailleurs.
c'est un peu comme le terme bilingue. Dans l'usage collectif, on y entend le fait pour une personne de parler parfaitement une langue dite étrangère ou seconde, en plus de sa langue maternelle. Et on entendra donc facilement dire « elle est bilingue en anglais ». Énoncé assez problématique si on y réfléchit bien, puisque le préfixe bi suppose qu'il y ait deux langues. Bref, voilà ce qu'on entend par bilingue dans l'usage collectif. Or, quand on étudie la didactique des langues, par exemple, à savoir la théorie de l'enseignement des langues, on considère que le terme bilingue ne renvoie pas à la maîtrise d'une langue étrangère ou seconde, mais à son usage. Une personne bilingue en anglais serait donc dans ce cas une personne qui utilise quotidiennement l'anglais en plus de sa langue maternelle, mais cela sans rapport avec la maîtrise de cette langue. Une personne qui baragouine vaguement l'anglais tous les jours en plus de sa langue maternelle est donc bilingue. Elle utilise deux langues, ce qui n'est pas la même chose que de maîtriser deux langues. Or, les spécialistes peuvent bien utiliser bilingue dans ce sens, il n'empêche que pour l'écrasante majorité des autres personnes, bilingue parle de maîtrise et non d'usage. Voilà pourquoi je préfère parler d'éthique et de manifestation plutôt que de symptômes. Une manifestation, une phobie, un épisode de dépression, une angoisse, etc., est généralement considéré comme le résultat d'un compromis entre les instances psychiques de l'inconscient, certes coûteux, mais dans lequel s'érige le sujet, bien qu'il soit aux prises avec cette manifestation, à travers laquelle il se dit douloureusement. Donc si j'emploie le terme symptôme, on ne perçoit pas la même chose que si j'emploie le terme manifestation. Une manifestation psychique, somatique, serait alors une manière singulière, unique donc, d'articuler ce qui arrive à une personne et ce qu'elle en fait. La psychanalyse ne propose donc certainement pas de faire disparaître une manifestation, mais d'écouter ce que la personne dit à travers elle, de faire émerger le sens inconscient de celle-ci, d'élaborer, c'est-à-dire de la mettre en travail, de l'interroger, et ce faisant, permettre de surcroît sa disparition. Le terme de surcroît est important, car la psychanalyse ne se situe pas du côté du soin. Les effets thérapeutiques sont en plus, c'est le bonus. Ils ne sont pas ce que vise en premier lieu la psychanalyse. Ils en sont une conséquence heureuse. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.